Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. Toujours à 11 dans l'extrême peur, malgré cette clôture monthly qui n'est pas très glorieuse, on peut le dire. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up. Et le Market Order Flow en recherche de fort achat. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end. C'était Zap Crypto. On va regarder globalement la clôture monthly pour le Bitcoin. Elle n'était pas top. Petite incursion du côté de la Bollinger, mais pas beaucoup plus bas. Et pour l'instant, on fait quoi? Au lieu d'avoir un début de monthly qui était dans le vert il y a quelques heures, ce qui est en général bon signe, on se retrouve avec un début de bougie rouge. Alors bien sûr, c'est trop tôt pour envisager la chose, mais pour moi, c'est un level significatif. L'open est un level significatif, et comme par hasard, c'est 20 000. Donc je dirais qu'une acceptation au-dessus des 20 000, ça serait plutôt haussier. Il vaudrait mieux envisager le fameux Dead Cat Bounce, et une acceptation en dessous des 20 000 et un refus de passer au-dessus, et ça serait plutôt baissier. Voilà, donc ça serait pour le mois de juin. Sinon ça reste du range, ni plus ni moins. On attend une résolution. Si on casse le range au sud et qu'il n'y a pas de réintégration, c'est que c'est vraiment bearish, comme on l'a fait ici, cassure du range au sud, c'est bearish. Ici, réintégration, déjà ça c'est pas beau, et puis après derrière cassure au sud, donc continuation baissière, ou ici cassure du range au sud, continuation baissière. Pour l'instant, tous les ranges cassent au sud, on n'arrive pas à retourner ce marché. Rappelez-vous, un marché qui se retourne, ça passe d'abord par une phase de range, ensuite un breakout du range au nord avec une acceptation au-dessus du range, c'est-à-dire un marché qui continue, pas qui se retourne et qui re-rentre dans le range. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin a bottom ici? Techniquement, c'est pas confirmé. Et d'ailleurs, au niveau du volume profile, une bonne zone d'investissement, ça bouge pas, ça on en a déjà parlé depuis longtemps, mais si je l'avais noté ici, true volume profile du margin call. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se faire margin call dans cette zone probablement, jusqu'aux 12 000 $ environ. Ça veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 12 000, ça veut dire que dans cette box violette ici, il y a un creux au niveau du volume profile, il y a des gros qui peuvent capturer du volume, et donc il y a beaucoup de liquidation également. Sur le haut point d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est pas bon. Ici, là, quand ça se pète la gueule pendant que ça pump ici, ça c'est pas bon. Des intérêts futurs, c'est-à-dire qu'on risque de retester ces niveaux ici vers les 18 771, voire plus bas. Le funding rate est dans le vert, mais pas excessif. Oui, légèrement suracheté, on va dire, mais rien de très incroyable. Par contre, ici, long short ratio, regardez ça. 60% de long sur le Bitcoin, c'est terrible. Ça c'est plutôt positif pour les bears, parce que quand on a beaucoup de long, pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liquider du long, voilà. Pour des signes de reprise weekly, est-ce qu'on a une petite pattern de retournement qui pourrait arriver, quelque chose qui montre qu'on a des vendeurs bloqués sur un bottom? Pour l'instant, honnêtement, non. Il n'y a pas de pattern de retournement, il n'y a rien. Il y a peut-être même une nouvelle pattern de retournement baissière si on clôture en dessous des 1038 $, ce qui serait pas vraiment bon signe. Donc, pour le coup, pas grand-chose sur Ethereum non plus. Une clôture au-dessus des 1440 en weekly, c'est super. Ça voudra dire qu'ici, on a beaucoup de vendeurs bloqués et que du coup, on peut poursuivre et rebondir plus. Mais sans ça, je vois pas vraiment comment on pourrait rebondir plus sur Ethereum pour l'instant. C'est pas moi de quelqu'un de bearish, Je suis juste quelqu'un qui prend beaucoup de précautions et je vois pas ici, en fait, vraiment un bottom sur ce marché, vraiment des signes de reprise, tout simplement. On voit des activités suspectes, genre là des méga short squeeze, une dynamique qui sur Ethereum est plutôt cool ici, depuis qu'on est venu en zone de rechargement, ce qui montre qu'il y a des acheteurs qui défendent cette zone et qu'on peut peut-être retourner vers les résistances, mais pour l'instant sans plus, ok, sans plus. Le dollar index, on va commencer un petit peu. Donc dollar index, DXY ici, on va se mettre vraiment sur le daily, et on avait dit vraiment sur la dernière vidéo, enfin moi clairement j'étais pas sûr, j'avais dit que j'attendais à une possible cassure de cette ligne ici sur divergence pour donner un petit peu d'espace possiblement pour Bitcoin, et encore on avait dit que c'était vraiment pas sûr, mais cette ligne comme vous pouvez le voir est en train de tenir très largement, et on attend possiblement de casser encore un nouveau plus haut sur le dollar index. Alors
Alors, je vous passe la description de la journée d'hier qui était pas terrible. Les marchés terminent en baisse un peu partout. On va le voir sur les graphiques après. En Europe, c'est catastrophique. Ça a vraiment une sale tronche. On a heureusement réussi à en manger un reversal sur l'Europe. On peut espérer que le pire est derrière nous, en tout cas à très court terme. Mais néanmoins, quand on voit comment les futurs se comportent aux États-Unis ce matin, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Les marchés américains terminent en baisse. On va le voir aussi sur les graphiques. C'est moche. Et les futurs sont en baisse. On n'a rien qui est très très positif. On sait qu'on vient de se taper le pire semestre depuis 1962, sauf erreur. Le S&P termine en baisse de plus ou moins 21% sur les 6 premiers mois de l'année. Le Nasdaq termine en baisse de 29% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est très très moche. Et on voit en plus que la perception des choses qui vont nous tomber dessus ces prochains temps ne seront pas extraordinaires, puisque si on regarde tout simplement les premiers résultats qui ont été publiés ces derniers jours, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours surtout, eh bien on voit que c'est pas catastrophique en termes de structure de résultats. Mais par contre, alors l'interprétation que le marché en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que à chaque fois qu'il y a un mauvais point sur 20 points, on va dire, vous avez 20 points à l'intérieur des sociétés sur les résultats qui sont encourageants, vous avez le 21e qui est pourri, et le titre se fait décalquer. C'était le cas pour Walgreens hier soir, résultat plus ou moins correct, le titre perd 7%. On a vu l'autre jour avec l'histoire de Nike, des chiffres meilleurs qu'attendus, le titre est sous pression depuis 3-4 jours. Et en exclusivité ce soir, je t'ai pécho une photo du Parlement européen avec une bonne brochette de vainqueurs préparés pour nous faire le dîner de con sans Thierry Lhermitte, mais c'est pas grave. Regarde-moi ça, ces beaux eurodéputés branquignoles qui n'y connaissent que dalle qui viennent de sortir une superbe loi qui va permettre à tous les échanges crypto-monnaies de posséder toutes nos données à caractère personnel. Il y a quelques années, ils ont sorti la RGPD. Et bien là, pour les transferts de 1 euro. Donc tout transfert de plus de 1 euro va devoir être déclaré. C'est limite comme si tu vas pas avoir baissé ton froc si t'as envie d'acheter 1 euro de crypto. C'est un truc de dingue. Je vous en parlais à 2 vidéos. L'Europe, c'est vraiment le pays de cons. On est vraiment dans un pays, enfin, c'est pas un pays, pardon, c'est une communauté, une république bananière. Il y a que des singes qui s'occupent de nous. J'ai l'impression d'être avec des bonobos tous les jours. Franchement, je sais pas. Regarde-moi ça, la gueule de vainqueur du mec qui te pond ça. Franchement, tu le regardes, t'as compris. People, notre profit. Ça va, t'as encore compris un mec qui se dit, ouais, capitalisme. Mec, t'es dans un monde capitaliste. Point barre, tu vois. Point barre. Et les crypto-monnaies, c'est anti-capitaliste. Et t'es en train de foutre des bâtons dans les roues, d'une économie naissante en Europe. Tu n'es vraiment qu'un gros branquignol, une belle brochette de vainqueur, de con. Franchement, cette photo, vous la preniez, l'encadrez et gardez-la bien, parce qu'en cause de ces enfoirés, je pense que d'ici quelques mois, donc 18 mois pour être exact, une fois que tout ça va être passé en Conseil de l'Europe, ça va devoir être traduit dans nos pays. Et ça va être la merde, ça va être la grosse merde. Donc la crypto-monnaie n'a peut-être presque plus à vivre pour l'Europe, sauf pour les banques. Et ça, on va le voir après pour les articles que je vais vous proposer. Donc, les stablecoins algorithmiques, ils étaient dans le texte, la toute première version de la commission, pour les exclure de la réglementation. Donc, il était indiqué, voilà, les stablecoins sont régulés, sauf les stablecoins algorithmiques. Bon, évidemment, cette exclusion ne tiendra pas, puisque, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, notamment avec le Luna, de toute façon, c'était déjà quelque chose qui était à peu près enterré, mais là, évidemment, c'est quelque chose, c'est sûr et certain que les stablecoins algorithmiques vont être dans le scope de MiCA. Et je dirais que le choc de la chute de l'UST et du Luna, il est pas encore complètement, on n'en a pas encore vraiment ressenti les effets aujourd'hui. La plupart des gens qui ne travaillent pas dans la crypto en ont entendu parler à la marge, mais c'est vraiment du pain béni pour tous les opposants à la crypto. C'est une preuve par l'exemple que, pour ceux qui veulent évidemment un exemple, que les stablecoins ça peut pas marcher. C'est une preuve par l'exemple que les cryptos c'est un schéma de Ponzi, enfin, etc., etc. Donc c'est du matériau, on va dire très fort pour l'opposition aux cryptos. Et donc ça, c'est plutôt une mauvaise chose, évidemment, pour tout ce qui est des prochains débats au niveau de la politique pure, hein, pas au niveau technique, mais plutôt politique, sur l'orientation des futurs textes.
parce que ça va être un peu un exemple massue qui va pouvoir être utilisé par des opposants pour un peu faire taire l'opposition. Premier ETF Bitcoin en Europe. Est-ce qu'on se fout pas de la gueule des gens? Mais non, ça va permettre aux investisseurs d'accéder à la performance de l'actif sous-jacent qui est le Bitcoin. T'imagines? C'est un actif passionnant qui, via ses structures d'investissement bien établies et de confiance, bien évidemment. Les banques, on a confiance en eux. Mais oui, d'office, quoi. Mais oui, d'office. Tu veux plus de 3000 euros, tu dois lui dire pourquoi. Mais oui qu'on a confiance en eux, tu m'étonnes. Allez, quoi. Je te jure, ça me rend malade. Et surtout, c'est pour les investisseurs institutionnels et professionnels. Toi, moi... Fini, au revoir. C'est ça qui va se passer. Tu vas devoir retourner à la banque pour acheter du Bitcoin et payer 25 balles pour une transaction. C'est pas plus compliqué que ça. Un jour, on va y arriver. Parce qu'ils veulent, eux, avoir le pouvoir là-dessus. Ils veulent pas que tu fasses ce que tu veux avec ton pognon. Tout simplement. La question, c'est où est-ce que sera le bas au niveau du prix des crypto-monnaies? Et en ce moment, le problème, c'est qu'on a des liquidations forcées et on va aller voir ça ensemble. En ce moment, on a les mineurs de crypto-monnaies, donc les compagnies minières qui minent les crypto-monnaies, qui minent chaque bloc de Bitcoin, qui ont emprunté beaucoup d'argent pour pouvoir acheter de nouvelles machines pour miner encore plus de Bitcoin. Et là, on se rend compte que plusieurs compagnies minières de Bitcoin qui sont vraiment dans le trouble. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les Bitcoins qu'ils minent à chaque jour ou qu'ils ont accumulés, parce qu'on a vu des compagnies minières de Bitcoin qui ont accumulé des Bitcoins dans les dernières semaines, mais là, sont obligés de domper sur le marché les bitcoins au prix du jour pour pouvoir seulement payer les fins de mois, payer les intérêts sur leurs dettes. Donc, on risque de voir des compagnies minières de bitcoin qui font faillite aussi dans les prochaines semaines ou qui vont devoir réduire leurs opérations de beaucoup. Et pour pouvoir voir quelles compagnies minières sont dans les meilleures postures, je vous invite à aller voir le tweet de Jaron Mellerud ici, qui nous explique quand même de façon intéressante là, quelle compagnie minière serait dans la meilleure posture en comparant les plus grosses compagnies minières, là, comme on voit ici Riot, Marathon, Hut8, Bitfarms. Et les compagnies minières qui vont survivre au crash des crypto-monnaies seront des excellents achats dans les prochains mois. Parce qu'on se souvient qu'est-ce qui est arrivé avec, par exemple, la compagnie minière ici qu'on voit Riot, qui avait passé de 62 centimes jusqu'à 73 $. Donc, on parle de 11 600%, là, c'est complètement fou. Et avec le crash des crypto-monnaies qui amène les compagnies de plus en plus sous-évaluées, on risque de voir le même genre de montée au prochain bull run des crypto-monnaies. Donc, ça nous offre encore une fois des opportunités extraordinaires. C'est le temps d'être impliqué intellectuellement dans le marché des crypto-monnaies. Et on revient sur les mises à jour avec Suero Capital qui continue d'avoir des ennuis. Mais tout d'abord, je vous rappelle que suite à leur insolvabilité sur l'emprunt contracté auprès de Voyager Digital, la justice britannique avait placé hier le fonds d'investissement en liquidation judiciaire, et les ennuis se poursuivent car aujourd'hui, c'est au tour de l'AMS, l'autorité monétaire de Singapour, de leur poser des problèmes. En effet, étant donné que le fonds est enregistré à Singapour, ils avaient en théorie des obligations envers ce régulateur qui leur imposait de déclarer plusieurs activités. Mais le petit souci, c'est que l'entreprise avait omis de déclarer que durant l'année 2021, elle aurait transféré une partie de ses activités dans les îles Vierges britanniques avant de finalement les rapatrier à Singapour. Et le truc, c'est que ce type d'action devait en théorie être déclaré à l'AMS, et ce n'est pas tout car le fonds aurait dépassé le seuil d'actifs sous gestion de 180 millions de dollars sur plusieurs périodes. Bref, l'AMS est en train de mettre à jour des erreurs de gestion de Suero Capital, et il déclare également qu'au vu de leur situation judiciaire, il pourrait y avoir d'autres infractions. Je voulais maintenant vous parler de Ripple avec le fondateur de Ripple, enfin l'un des cofondateurs de Ripple, Jed McCaleb, qui est d'ailleurs aussi le fondateur de MTGOX, le fondateur de Stellar. En fait, ça fait 8 ans qu'il a quitté Ripple et il a eu un accord avec eux pour ne pas tuer le marché en vendant tous ses XRP d'un coup. Et en fait, il devait vendre régulièrement des XRP. Et là, il est en train de finir de vendre ses XRP. Il en a vendu pour plusieurs milliards de dollars. Donc, il est vraiment milliardaire grâce à ses Ripple. Et là, c'est la fin de cette vente régulière. On peut voir ici la courbe de combien il avait de XRP et combien il a vendu. Donc, il a pas mal vendu en 2021. Il a gagné encore 1 ou 2 milliards en 2021. Il a arrêté de vendre un peu là sur la fin d'année 2021. Il a repris régulièrement la vente et là en fait il va bientôt terminer de vendre tous ses XRP, donc ça va faire moins de pression vendeuse sur les XRP, donc une bonne chose pour le token, mais ça montre aussi un peu
un petit peu une perte de confiance, on va dire, quand l'un des cofondateurs vend tous ses tokens. C'est quand même un peu inquiétant. Après, voilà, il est milliardaire, il a plus besoin de tout ça, même s'il continue de développer Stellar, qui est un concurrent de XRP, ça ressemble un peu au niveau technologique, et il va se consacrer maintenant à ça. Sortez vos crypto-monnaies des exchanges, particulièrement les plateformes d'échange de troisième catégorie où est-ce que la liquidité est plus faible, parce qu'en ce moment, comme l'a mentionné le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, il y aurait déjà plusieurs exchanges de crypto qui seraient insolvables, donc il n'y aurait pas les fonds pour backer les crypto-monnaies. Donc si la plupart des utilisateurs retiraient leurs crypto-monnaies, il y aurait un manque à gagner à quelque part. Donc ne soyez pas dans les personnes qui vont se faire avoir, parce que dans les prochaines semaines, on va voir des faillites de plateformes d'exchange de troisième catégorie. Donc sortez de là. C'est sûr que je ne serais pas trop inquiet sur une plateforme comme Binance pour l'instant ou FTX qui ont les reins solides. Mais pour les autres plateformes d'exchange, je ferai extrêmement attention. Et de mon côté, je n'utilise pas les plateformes d'exchange pour storer mes cryptos, mais seulement justement pour faire des achats et des ventes, et puis je retire dans mes portefeuilles personnels. Venons-en aux actualités. Le Salvador profite du contexte de bear market et rachète 80 bitcoins. Nayib Bukele, le président du Salvador, a déclaré ce matin que le pays avait de nouveau acheté du bitcoin, profitant ainsi d'un marché baissier en mai. Le pays d'Amérique centrale avait déjà décidé d'acheter pour plus de 15 millions de dollars de bitcoin. Le Salvador fait le plein de bitcoin. Le Salvador, pays d'Amérique centrale connu pour avoir adopté le bitcoin en septembre 2021, semble vouloir continuer à profiter du contexte du bear market. Alors que son président, Nayib Bukele, s'était largement fait critiquer par les internautes le mois dernier suite à sa décision de racheter du bitcoin en mai dans un contexte déjà baissier, ce dernier souhaite remettre le couvert. Effectivement, le 1er juillet au matin, le président salvadorien a tweeté pour annoncer que le pays avait acheté 80 bitcoins à un prix fixe de 19 000 $. Le bitcoin, c'est le futur. Merci d'avoir vendu à bas prix. Ce sont ainsi 1,52 million de dollars qui ont été dépensés par le Salvador à travers une quarantaine de transactions. En comparaison, au mois de mai, le pays avait acheté 500 bitcoins à plus de 30 000 $, ce qui valait alors à un total de plus de 15,3 millions de dollars. Depuis le mois de septembre 2021, le Salvador a fait l'acquisition de 2301 bitcoins pour un total de quasiment 104 millions de dollars dépensés. Actuellement, les réserves en bitcoin du pays ne valent plus qu'environ 46 millions de dollars. Mais il s'agit là de chiffres à remettre évidemment en perspective avec l'état actuel du marché. Ensuite, on parlera de Mojo Lens. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une technologie qui a déjà été testée. C'est assez fou en fait, c'est plus ou moins l'avenir. En fait, c'est des lentilles qui vous permettent en fait de voir le métaverse. Donc c'est un truc de fou. Donc c'est des prototypes pour l'instant, des lentilles intelligentes qui du coup vous projettent, genre je sais pas, par exemple vous allez regarder votre bouteille d'eau et avec les lentilles vous allez savoir que la bouteille d'eau elle a été fabriquée à Besançon il y a 3 ans quoi, j'en sais rien. Donc truc de fou les gars. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens seront dans la description juste en dessous. Et on reste dans le secteur musical avec la salle de concert parisienne l'Olympia qui se met au NFT. En effet, en collaboration avec la place de marché NFT française qui se nomme Taylor, ils ont dévoilé la sortie d'une collection de 250 NFT qui prendront la forme d'avatars pixelisés à l'image de différents artistes qui se nommeront The OGs. Et pour information, la startup Taylor est issue de l'incubateur Station F et ils sont spécialisés dans la billetterie ainsi que dans les objets de collection au format NFT. Et pour ce qui est de l'utilité de leur NFT, l'Olympia déclare que chacun des NFT sera une carte de membre qui donnera plus ou moins d'avantages en fonction de la rareté de ces derniers. À savoir que concernant le NFT le plus rare, il donnera un accès VIP à 2 personnes pour 12 événements par année, ainsi que des boissons gratuites et le repas offert au restaurant de la salle de concert. Et je précise que la prévente se fera le 4 juillet pour les personnes ayant rempli les critères de participation, et le 6 juillet, le reste de la collection sera mis en vente publique. Bref, vous l'avez compris, la démocratisation de l'utilisation des NFT utilitaires est bien lancée et n'est pas prête de s'arrêter. Napster, ensuite, la plateforme de streaming musical qui arrive dans le Web3 et qui va lancer son token. Donc très intéressant aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sur Napster. Donc intéressez-vous-y, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir du token, même gratuitement, suivant depuis quand vous y êtes, etc. Donc allez voir ça les gars, c'est grave cool. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé.
Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.